Jeudi 20 janvier, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Sport, football, triste nouvelle, défaite de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire, 3-1. On en parle dans un instant. Santé, Covid-19, entrée en vigueur de nouvelles mesures en Algérie ce jeudi, levée des restrictions sanitaires en Angleterre, le point sur la situation sanitaire dans ce journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en tournée diplomatique sur le continent européen, il s'est rendu aujourd'hui à Berlin. On en parle avec notre analyste géopolitique Sofiane Baroudi. Économie, zoom sur l'édition 2022 du Forum de Davos qui se poursuit en format virtuel, en ligne donc, au menu des débats pandémie, Covid-19, défis écologiques ou encore polarisation du monde. Et nous entamons cette édition avec du sport, football. Cannes 2021, défaite de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire, 3-1 lors de la troisième journée du groupe E. La Côte d'Ivoire est donc en 8e de finale aux côtés du Nigeria ou encore de l'Égypte. Prochain match de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir à 20h. Le Mali plutôt face à la Mauritanie, la Tunisie face à la Gambie. Grosse déception donc pour Djamel Belmadi et son équipe. Direction Douala au Cameroun pour en parler avec notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Fatma, bonsoir tous les téléspectateurs algériens de Al24 News. Grosse déception donc pour l'équipe algérienne. Vous avez assisté au match. Comment est-ce que vous pourriez le résumer ? Une grosse déception, ça va être une nuit triste pour les Algériens qui sont déplacés ici à Douala pour voir et soutenir les Verts face à la Côte d'Ivoire. Le match qui s'est terminé 3-1. Une équipe ivoirienne, on va dire, pleine, et malgré que l'équipe de Patrice Baumel était déjà qualifiée hier, Patrice Baumel a joué tous ses cartes. Il a aligné Pépé, il a aligné Aller. 3-1, l'Algérie a marqué, on va dire, enfin un but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est Ben Debka qui s'est en chargé à la 73e minute. Il y avait le penalty de Riyad Mahrez qu'il a raté. Il a bien tiré, sauf que c'est le poteau qui a, on va dire, répondu à la balle de Riyad Mahrez. 3-1, une triste, on va dire, soirée, aussi une triste période pour l'équipe nationale algérienne. Les champions d'Afrique sortent, on va dire, c'est les champions d'Afrique sortant de cette édition, la 33e édition. C'est une tradition apparemment en Afrique. Quand l'Algérie gagne une Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique suivante, elle sort du premier tour. C'est ce qui était passé en 92 après le trophée remporté en 90 en Algérie. Les coéquipiers de Rada Madial n'ont pas pu passer le premier tour en 92. Donc c'est une grosse déception, sauf qu'il faut faire confiance à cette équipe de Djamel Belmadi parce que il nous reste aussi la qualification pour la Coupe du Monde, les matchs barrages. Il n'en reste pas moins que c'était une belle performance de l'équipe nationale algérienne. On a vu l'optimisme au début de les coéquipiers de Mahrez. On a aussi vu que cette équipe veut gagner, veut aller vers l'avant, il veut rester au Cameroun. Sauf que, on va dire, c'est le destin. Et aussi, il y avait l'efficacité qui manquait toujours à cette équipe d'Algérie, à cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Faisal Salah, vous étiez en direct avec nous depuis Douala, au Cameroun. Vous avez assisté au dernier match de la troisième journée du groupe E. Et on va parler santé à présent. En Algérie, le nombre de contaminés est en hausse ces derniers jours. 1552 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 656 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures d'après le dernier communiqué du ministère de la Santé. Et suite à cette recrudescence des cas de contamination, de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement algérien dans le but justement d'endiguer la propagation du virus. Parmi elles, la suspension des cours dans les établissements scolaires pour une durée de 10 jours à compter d'aujourd'hui. Les détails avec Neylaïd Hamouda. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les écoles des 3 paliers ferment pour 10 jours à partir d'aujourd'hui. Décision motivée en raison de l'augmentation des cas de contamination, surtout en milieu scolaire. Une décision saluée par les parents d'élèves. C'est la décision plus qu'importante concernant nos progénitures en tant que parents et nos élèves en tant qu'organisation.
Nous avons toujours plaidé en la fermeture des écoles lorsque la propagation dépasse les limites, et cela pour permettre de limiter le flux et permettre des applications du protocole sanitaire. Nous acceptons, et c'est satisfaisant pour nous, la fermeture des écoles pour une période de 10 jours. Cela va nous permettre d'appliquer le protocole sanitaire pour le retour de nos enfants. Concernant les universités, la décision revient à présent aux responsables des établissements, lesquels devront prendre en considération le calendrier des examens avec la possibilité de les reprogrammer. Autre décision, celle de renforcer le contrôle des vols en provenance de l'étranger, avec la possibilité de réduire le nombre de ces vols si nécessaire. L'appel à la vaccination a été renouvelé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 94% des cas de décès concernent des personnes non vaccinées. Les gestes barrières sont de mise. Ils doivent être appliqués avec rigueur, notamment dans les espaces commerciaux et publics. Ceux qui ne respectent pas ces mesures nécessaires verront leurs locaux fermés. Les transports collectifs sont également concernés par cette mesure. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre et le ministre de la Santé d'assurer la disponibilité des tests de dépistage en quantité suffisante. Et le lancement hier de la première usine qui fabriquera des doses de vaccins 100% africaines en Afrique du Sud. Ce projet a été financé par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiang. L'objectif est la production d'un vaccin de deuxième génération. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devrait atteindre 1 milliard de doses par an d'ici 2025. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'heure est venue pour l'Afrique d'arrêter de mendier les vaccins. On l'écoute. Les Africains ne devraient plus tenir la main au monde occidental. Mendier et continuer à mendier des vaccins, nous nous débrouillerons désormais seuls. Au Royaume-Uni, il sera plus question de recommandations que de restrictions. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la prochaine levée des restrictions sanitaires en Angleterre. Le citoyen sera donc libre d'utiliser ou non son passe sanitaire, de porter ou non son masque, de travailler en télétravail ou en présentiel. Naila Et Hamouda. Bonne nouvelle pour les Anglais. Ils vont désormais pouvoir retrouver leur liberté, ou presque. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé la fin d'ici une semaine de la plupart des restrictions anti-Covid, imposées pour lutter contre le variant Omicron en Angleterre. Les dernières données montrent clairement que le nombre d'infections est en baisse dans le pays. Nos scientifiques pensent qu'il y a de fortes chances à ce que la vague Omicron a atteint son pic au niveau national. Nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et recommandations. Comme les hospitalisations semblent se stabiliser, le port du masque ne sera plus obligatoire. Le télétravail, lui, ne sera plus recommandé et un pass sanitaire ne sera plus imposé pour l'accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements. Plus de 152 000 personnes sont mortes au Royaume-Uni. Les dernières données montrent une chute de près de 40% du nombre de nouveaux cas hebdomadaires, tandis que le nombre de patients hospitalisés s'est stabilisé. Le secrétaire d'État à la Santé a rappelé que la crise sanitaire n'était pas terminée. Nous devons apprendre à vivre avec la Covid de la même manière que nous avons à vivre avec la grippe. À l'instar du Royaume-Uni, le nombre de contaminations au coronavirus augmente également en Europe de l'Est. La Roumanie, l'un des pays les moins vaccinés de l'Union, a enregistré un nombre d'infections record pour la deuxième journée consécutive, se rapprochant des chiffres du mois d'octobre dernier. En Gambie, le président Adama Barrow a prêté serment hier pour son deuxième mandat à la tête de la Gambie, justement. Barrow a remporté la présidentielle gambienne avec 53% des voix. Il a fait savoir que le taux de participation de 90% enregistré lors de la présidentielle est une nouvelle victoire pour le peuple gambien. En République démocratique du Congo, le procès sur le double assassinat en 2010 des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana se poursuit à Kinshasa. La haute cour militaire a rejeté hier la demande de comparution de l'ancien président Joseph Kabila et d'autres personnes ciblées dans le dossier. Il a fait prévaloir son pouvoir discrétionnaire sur ce type de décision, mais aussi un vice de procédure dans la démarche des parties civiles.
Le président de la République tunisienne, Kais Saïed, a décidé de mettre fin par décret présidentiel aux primes et privilèges accordés aux membres du Conseil supérieur de la magistrature. Les avantages en question consistent en une prime mensuelle estimée à 2364 dinars en plus et à 400 litres de carburant. Le 20 janvier 1973 s'éteignait Amilcar Cabral, le militant anticolonial et fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Il a été assassiné il y a 49 ans par la branche militaire de son parti. Retour sur la vie du militant Amilcar Cabral avec Safouane Ben Sabri. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger. La citation est aussi célèbre que son auteur. Amilcar Cabral a choisi la voie de l'engagement révolutionnaire et anticolonial dès ses années d'études au Portugal. Il y côtoie alors des militants de la libération des colonies africaines de l'empire colonial portugais. Certains de ces militants deviendront des meneurs de la lutte indépendantiste en Afrique, tels que Agostinho Neto, qui deviendra le premier président de l'Angola libre. De retour en Guinée-Bissau, il s'intéresse particulièrement à la négritude, tout en cherchant à dépasser les clivages ethniques entre les peuples d'Afrique. Le leader guinéen est particulièrement proche des autres mouvements révolutionnaires à travers le monde. Fidel Castro faisait partie de ses soutiens pour porter la voix de tous les peuples colonisés, sans omettre le président algérien Houari Boumedienne, avec lequel la proximité politique était évidente. Cabral avait pour habitude de séjourner à Alger. Celle qu'il appelait affectueusement la Mecque des révolutionnaires était à l'époque une véritable caisse de résonance pour tous les damnés de la terre. Celle qu'il appelait affectueusement la Mecque des révolutionnaires était à l'époque une véritable caisse de résonance pour tous les damnés de la terre. Il restera dans la postérité aux côtés des Mandela et autres grandes figures de l'Afrique qui disaient non à la soumission et non à l'oppression. Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, termine sa tournée dans la région par l'Algérie. Il s'est entretenu avec l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Ammar Bellani. L'occasion pour l'Algérie de rappeler ses positions de principe et son attachement au règlement du conflit par les voies du droit et de la légalité internationale. C'est un sujet signé Leila Gertel. Après une première étape à Rabat, puis à Tindouf et en Mauritanie, de Mistura a clos son périple par Alger, où il s'est entretenu avec Ammar Bellani, l'envoyé spécial de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb. L'Algérie a tenu à rappeler sa position vis-à-vis de la question sahraoui et du fait colonial, réitérant par la même occasion ses positions de principe conformément au droit et à la légalité du droit international. Et dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, l'Algérie a rappelé le contexte dans lequel se présente la visite de l'envoyé personnel de l'ONU pour le Sahara occidental, un contexte marqué par la rupture unilatérale par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu de 1991 par l'attaque flagrante de la zone tampon démilitarisée d'El Gargarat. Un contexte très peu favorable d'ailleurs pour engager des pourparlers fiables et sérieux. N'empêche que l'Algérie reste attachée à engager, lorsque les conditions seront réunies, dira le communiqué, des négociations directes de bonne foi et sans conditions préalables entre les deux parties sahraouies et marocaines, telles qu'identifiées par les résolutions du Conseil de sécurité. Le communiqué des affaires étrangères de l'Algérie concernant cette tournée de Mistura et sa dernière escale algérienne montre une fois de plus l'attachement de l'Algérie à l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, à savoir le rejet de conditions préalables et de la proposition d'autonomie marocaine, insistant sur le plan de règlement conjoint de 1991 de l'ONU, l'Union africaine, contrecarré à 2 reprises par le Conseil de sécurité. Pour la précision, le processus politique se trouve dans l'impasse depuis 2017 en raison de l'intransigeance de la partie marocaine qui veut mettre la communauté devant le fait établi.
Et puis cette intervention de Pierre Galland, le président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, dans l'émission Investigate Action sur les réseaux sociaux. Pierre Galland a déclaré que le peuple marocain devrait se poser la question sur les vrais bénéficiaires des accords commerciaux Union européenne-Maroc. Le peuple marocain ne gagne rien dans cette guerre contre le Front Polisario, assurant que les bénéficiaires de l'exploitation illégale par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental dans le secteur de la pêche et du phosphate sont le roi et certaines grosses fortunes marocaines. Et à une journée de la rencontre Blinken-Lavrov à Genève, le secrétaire d'État américain s'est rendu aujourd'hui à Berlin pour des pourparlers avec ses homologues allemands, français et britanniques. Des rencontres qui surviennent en pleine tension entre Moscou et l'Occident autour du dossier ukrainien. Amin Touta. Le périple européen d'Antony Blinken continue à grande vitesse. Après Kiev, c'est dans la capitale allemande Berlin que le numéro 1 de la diplomatie américaine tente de désamorcer la crise à travers une rencontre avec ses homologues britanniques, français et allemands. Pour ma réunion demain avec le ministre des Affaires étrangères Lavrov, je pourrais représenter un point de vue partagé, une préférence partagée de la part des États-Unis et de nos alliés et partenaires européens pour trouver une voie diplomatique pour désamorcer ce conflit. Avant l'escale en Allemagne, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a indiqué que la réponse de Washington serait immédiate en cas de mouvement de l'armée russe au-delà de la frontière ukrainienne. Entre les initiatives diplomatiques et la tension permanente, les yeux se tourneront demain vers Genève pour un autre face-à-face entre Antony Blinken et Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie russe a fait savoir à maintes reprises que les Occidentaux doivent présenter des garanties sécuritaires tout en rejetant les perspectives d'extension de l'OTAN dans l'est du continent européen. Et la justice ukrainienne a décidé hier de maintenir en liberté l'ex-président Petro Poroshenko, accusé de haute trahison, tout en lui interdisant de quitter le pays. Réagissant à l'annonce, Poroshenko et ses proches ont chanté l'hymne national dans la salle d'audience du tribunal de Kiev. Le parquet avait réclamé son incarcération, sauf versement d'une caution d'environ 30 millions d'euros. Et le président américain Joe Biden, qui fête sa première année à la Maison-Blanche, il a d'ailleurs animé une conférence de presse pour l'occasion, durant laquelle il a évoqué des dossiers de haute importance. Sofiane Baroudi. Joe Biden a mis l'accent sur plusieurs dimensions relatives à la première année de son mandat à la présidence des États-Unis. La situation épidémique et les mesures prises pour la stopper, ainsi que celles relatives à la relance économique, ont été au cœur de l'intervention présidentielle. La doctrine stratégique américaine se concentre toujours sur l'axe Asie-Pacifique et le cantonnement de l'essor de la puissance chinoise. Attendu sur plusieurs questions internationales d'importance, le président américain a rappelé l'engagement de son administration auprès du gouvernement ukrainien. Au moment où le secrétaire d'État Antony Blinken était à Kiev, Biden a rappelé pour sa part que les USA et leurs alliés étaient prêts à soutenir l'Ukraine au cas d'une invasion russe qui, selon le mandataire états-unien, serait en préparation. Une menace sérieuse pour la sécurité du vieux continent, confronté à plusieurs défis. Autour de la guerre au Yémen, que Biden avait promis lors de sa campagne électorale de stopper, il déclare que la paix dans ce pays arabe va être très difficile à concrétiser, au vu de la récalcitrance des belligérants. Une autre de ses promesses de campagne concernait le retour à l'accord sur le nucléaire iranien. Si les négociations indirectes ont repris à Vienne, l'atmosphère semble encore loin de l'entente cordiale avec Téhéran. La situation au Moyen-Orient reste instable, même si la crise du Golfe entre Riyad, Abu Dhabi et Doha semble en partie résolue. Dans le sillage, le retrait subit des troupes américaines d'Afghanistan et la proclamation d'un émirat par les talibans ouvrent un cycle de grande instabilité dans la région, notamment au vu des évolutions violentes en Asie centrale à la lumière de la crise au Kazakhstan dernièrement. Le rôle américain en Afrique pose également des questions. Si l'administration Biden est revenue sur la décision controversée de Trump sur le Sahara occidental, Washington semble encore peiner à mener à bien une action pour la paix dans la Corne de l'Afrique et une solution de sortie de crise au Soudan
comme en Libye, où les élections voulues par la communauté internationale ne voient toujours pas la lumière. La première année du mandat de Joe Biden se clôt sur plusieurs questionnements dans un monde plus que jamais menacé d'instabilité chronique. Joe Biden qui revient donc sur des sujets assez lourds pour célébrer l'an premier de son investiture à la Maison-Blanche. Pour en parler avec nous, notre analyste géopolitique Sofiane Baroudi qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Fatma. Des dossiers stratégiques ont donc été abordés par Joe Biden hier. Il y a des dossiers les plus importants, c'est la relation notamment avec l'Union européenne au vu des tensions et de la recrudescence des risques sur le vieux continent, notamment dernièrement sur la crise ukrainienne. Le mandataire américain est revenu amplement sur la position de Washington qui est celle de soutenir le gouvernement de Kiev, mais il a aussi insisté sur la disponibilité des alliés des États-Unis et de Kiev à éventuellement aller jusqu'à la confrontation avec la Russie qui, dit-on à Washington, prépare une invasion imminente. Justement, sur ce volet-là, les alliés, c'est les pays principaux de l'Union européenne, mais aussi la Grande-Bretagne, que Anthony Blinken... Et justement, nous le disions à l'instant, le secrétaire d'État américain est en tournée diplomatique. Il est actuellement à Berlin. Qu'en est-il de cette tournée ? Cette tournée vient dans un contexte, on va dire, pour le moins tendu. Et ce qui est à mettre en exergue, c'est que les pays européens, pour leur part, peinent à mettre en place une vraie politique de défense commune, ce qui est ressorti dernièrement lors du sommet de Brest qui a réuni les pays de l'Union européenne sur les questions de défense. Parce que ce qui justement caractérise l'Union européenne, qui elle-même est en crise avec la Grande-Bretagne, et je le rappelle qu'il y a une grosse crise autour des zones de pêche notamment, qui ne cache pas des intérêts stratégiques divergents. Il y a aussi une crise que l'administration Biden n'a pas réussi à résorber, qui est celle de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, notamment entre la France et la Turquie sur des dossiers très importants, par exemple le dossier de Méditerranée orientale relatif à la Grèce et à Chypre, où les deux parties, les deux pays, la France et la Turquie, qui sont des acteurs clés de l'Alliance Atlantique, ont des positions pour le moins contradictoires. Sofiane, d'après vous, comment se configurent les relations entre Washington et ses alliés ? Moi, je pense que c'est une relation qui est très, très compliquée pour l'instant parce que on a d'un côté une montée en puissance de l'acteur géopolitique chinois qui reste la priorité des priorités pour l'administration américaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone Indo-Pacifique. Et cette zone Indo-Pacifique, justement, on a remarqué que pendant cette dernière année, par exemple, il y a eu l'annulation de la transaction des sous-marins que la France devait sceller avec l'Australie, donc un peu l'écartement de la puissance française de cette zone qui est une zone très, très importante. Et pour rebondir aussi sur le contexte européen, les dissensions qu'il y a entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne conséquentes au Brexit, mais aussi les dissensions entre l'Union européenne et la Turquie, à mon avis, sont une donne de complexification très, très importante. Et c'est aussi un défi pour l'administration américaine, mais surtout pour l'Union européenne qui est dans une situation de grand risque. Merci Sofiane Baroudi d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, vous êtes analyste géopolitique pour Al24 News. Et sur un autre sujet, le président iranien Ebrahim Raïssi a effectué hier, mercredi, sa première visite à Moscou, où il a rencontré son homologue Vladimir Poutine. L'occasion pour les deux pays soumis à de lourdes sanctions économiques occidentales d'afficher leur solidarité. Les sanctions, a souligné Vladimir Poutine, n'ont pas empêché l'Iran de se développer. La rencontre a aussi été l'occasion pour Moscou d'appeler l'Iran à clarifier sa position au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien. Et le président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé devant les parlementaires de Strasbourg à l'occasion du début de la présidence française de l'Union européenne. Un discours qui intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle française. Macron qui a été vivement critiqué par son inaction climatique. Propos tenus par Yannick Jadot, député européen vert. Je vous propose de l'écouter. Vous suivez, Monsieur le Président, une autre voie, celle d'une alliance climaticide avec la Pologne et la Hongrie. Vous promouvez le gaz pour sauver un nucléaire condamné à la faillite. Et vous sacrifiez, ce faisant, l'ambition climatique de l'Europe. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant.
Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. On va parler économie. Zoom sur l'édition 2022 du Forum de Davos qui se poursuit actuellement en ligne. Un événement incontournable qui réunit de nombreux dirigeants politiques et économiques mondiaux jusqu'au 21 janvier, à savoir demain, au menu des débats. Pandémie, Covid-19, défis écologiques et polarisation du monde. Khaireddine Battash nous donne plus de détails. La grand-messe de Davos, dans son édition 2022, se tient pour sa deuxième année consécutive en version virtuelle. À défaut de pouvoir se retrouver en chair et en os, le Gotha mondial de la politique et du business se plie aux impératifs circonstanciels imposés par la pandémie, dont ils débattront longuement jusqu'au 22 du mois en cours. Au menu de l'édition 2022 du Forum international intitulé « L'état du monde », la situation sanitaire et écologique que vit notre planète prend en effet le pas sur la grandiloquence qui caractérise les discours habituels, qui ne sont que très rarement suivis par des faits sur le terrain. Le climat de défiance qui règne sur le monde depuis l'apparition du virus Covid-19 est lui aussi contagieux et cristallise les relations entre les grandes puissances de ce monde, à l'image du bras de fer opposant les États-Unis à la Chine. Dans un message adressé à l'occasion de l'ouverture du forum, le président chinois Xi Jinping met en garde contre les conséquences catastrophiques de la confrontation. Nous devons laisser tomber l'esprit de la guerre froide et travailler de concert dans la paix. L'histoire a démontré à maintes reprises que la confrontation n'est pas une solution aux problèmes de l'humanité, car elle a des conséquences catastrophiques. Le fondateur et président exécutif du Forum de Davos, Klaus Schwab, emboîte le pas aux dirigeants chinois, en mettant en garde contre le danger des mouvements de fragmentation et de polarisation que connaît le monde depuis quelques années. La coopération entre les États-Unis et la Chine représente un paramètre important en vue de garantir la croissance et le développement, ainsi que le renforcement de la pluralité pour le bien de tous. L'Afrique est également au menu des discussions au Forum de Davos, qui trace 5 priorités pour le continent noir, à commencer par le challenge de l'équité en matière de vaccination contre le coronavirus, mais aussi la saisie des opportunités désormais offertes par la zone de libre-échange ZLECAf, ou encore l'accélération de la transition digitale. Au Royaume-Uni, la décision de lever des restrictions, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, ne serait pas anodine puisque l'inflation n'en finit pas de bondir dans le pays. Au mois de décembre dernier, elle a atteint 5,4%, se hissant à son plus haut niveau depuis 30 ans. Mohamed Wali Ben Chaben. L'inflation a fortement accéléré ces derniers mois au Royaume-Uni pour atteindre en décembre dernier un pic inédit depuis 30 ans à 5,4%, contre un taux de 5,1% relevé au mois de novembre dernier. Les taux d'inflation enregistrés au cours du mois écoulé dégagent la voie pour la Banque centrale d'Angleterre pour reconsidérer le taux d'intérêt actuel fixé à 0,25% et la possibilité d'augmenter ce chiffre pour juguler l'inflation. L'Office national des statistiques du Royaume-Uni a indiqué dans un communiqué que les prix alimentaires et ceux de l'énergie ont largement contribué à la flambée des prix, tandis que ceux des matériaux et des salaires ont incité les entreprises à augmenter les prix à tout va. De plus, les prix de l'alimentaire, du transport et des boissons non alcoolisées ont continué de grimper de manière variable au cours du dernier mois de décembre sur une base annuelle. L'Office national des statistiques a déclaré que le taux d'inflation en décembre avait augmenté de 0,5% par rapport au mois de novembre. L'économiste de l'ONS Grant Spitznor a commenté ce phénomène. Les prix alimentaires ont encore grimpé fortement, tandis que les hausses dans les meubles et vêtements ont également poussé l'inflation annuelle. Et d'ajouter, les prix de l'essence, qui sont à des niveaux records mais sont restés stables pour ce mois, ont paradoxalement atténué l'envolée en décembre. L'économie britannique a dépassé en novembre son niveau d'avant la pandémie, même si l'effet Omicron devrait se faire sentir dans les chiffres de décembre. De son côté, le taux de chômage a encore baissé à fin novembre malgré la suppression des aides gouvernementales à l'emploi mises en place pendant la pandémie, retrouvant quasiment son niveau pré-Covid.
Et un mot sur les cours du pétrole algérien avant de se quitter. Le Sahara Blend qui a gagné plus de $28 en 2021, s'établissant donc à 70,89 $ le baril, selon le dernier rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La moyenne annuelle des prix du brut algérien est passée de 42,12 $ par baril en 2020 à 70,89 $ donc en 2021. Une hausse soutenue notamment par le rebond de la demande de brut suite à la reprise de l'économie mondiale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Hameziane Zetouni. Retrouvez Riyad Lahri pour votre 13h demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.